Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, il est prêt à devenir Père Noël si ça lui permet de priver de cadeaux les joueurs passage. Florian est parmi nous. Salut Florian. Bonsoir à tous. Plus écologique que tout ce qui a été fait, évidemment, il va nous concevoir le moteur à frustration basé sur sa vie de supporter du hack. Romain est avec nous également. Salut Romain. Salut, bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, on fait le bilan calmement. Retour sur Hack Auxerre. Activez-vous avec vos réactions. Une petite cerise en décembre, présentation d'Ajaccio Hack et enfin quelques brèves de notre club dont vous avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 13, c'est parti. On fait le bilan calmement. Clin d'œil à notre ancien attaquant qui aligne les buts cette saison en Ligue 2. On ne sait pas jusqu'où il va s'arrêter. Ce qui est certain, c'est qu'il n'aurait pas fait tâche à la pointe de l'attaque du hack cette année. Messieurs, match donc mardi dernier. On a arrêté l'hémorragie temporairement avec ce match nul 1-1 face à la GIA. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre qui venait quand même après 3 défaites consécutives et on avait très très peur d'une explosion généralisée si la défaite avait été au rendez-vous lors du dernier match. Romain, pour toi, quel est ton sentiment sur cette rencontre et ses conséquences ? C'était le match du rachat par rapport à la claque qu'on a pris à Sochaux le week-end précédent. C'était le match aussi de toutes les peurs, puisque en face, il y avait quand même la GIA avec, comme on vient de le dire, Mickaël Le Bihan qui enchaîne les buts cette année. Franchement, avant le match, j'avais quand même une petite appréhension. Je savais pas trop comment ils allaient aborder ce match-là et il y avait un risque que finalement, au bout de 90 minutes, ce soit tout un club qui explose. Maintenant, c'était le match du rachat. Pour moi, ils ont rempli le contrat à moitié, un peu comme à l'image de leur match où ils ont joué encore une fois sur une seule mi-temps, qui est plutôt la deuxième mi-temps. Mais on arrête les défaites et puis faut retenir du positif, faut retenir le fait qu'on va essayer de stopper l'hémorragie là maintenant et puis de se remettre la tête à l'endroit et de repartir mieux pour jouer contre Ajaccio. Florian, est-ce que tu rejoins Romain sur son analyse du match ? Oh, oui, c'est sûr. Au début de match, déjà, petit point rapide sur la compo. Quand Paul Le Guen a dit qu'il allait avoir des changements, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais bon, difficile de mettre des axes sur ses paroles, surtout avec l'effectif. Mais quand le match a commencé, oui, je me suis dit, vu la forme d'Auxerre et vu notre forme, prendre un point, ça serait bien. On se dit, prends un point à domicile. Alors que normalement, c'est une équipe qui doit jouer la montée, c'est faible. Et vu ce qui se passe en ce moment, on se contente de peu, malheureusement, avec le hack. Après, dans le terme du jeu, c'était un peu mieux. De façon, mieux que Sochaux, c'est facile à faire. Mais c'était un peu mieux. Après, il y a eu des faits de jeu dans le match qui ont changé un petit peu la donne, mais ça, on a l'habitude. Et l'équipe a montré du caractère sur la fin de rencontre. Donc, c'est pas assez pour le standing du hack, mais c'est un petit peu mieux. Un ancien président parlait d'inversion de la courbe du chômage pendant longtemps. Moi, je pense qu'on a peut-être assisté à une inversion de la courbe de l'ennui parce que on a touché le fond définitivement à Sochaux. Et là, bon, allez, on remet tout doucement la machine en marche et on va essayer d'enclencher un semblant de réaction et d'amélioration dans le jeu. Il est certain que c'est dommage qu'il ait fallu une mi-temps et être mené pour que ça puisse ensuite aboutir à quelque chose d'un peu plus sympathique. Espérons en tout cas que le semblant de commencement de guérison qu'on a pu voir mardi soir va se confirmer dans les prochaines rencontres. Florian, tu parlais d'un fait de jeu. On va l'attaquer tout de suite. Une fois de plus, on a appelé ça le sifflet circus. Je appelé ça la sifflet connection. J'ai appelé ça le sifflet circus en fait parce que c'est vraiment le cirque. On a eu Stéphanie Frappard et le penalty sifflé à l'aveugle et on a eu du grand Bartolomeo Varela qui a été encore une fois formidable. Un deuxième carton jaune pour une non-simulation d'Imad Abdelli, donc carton rouge, merci, au revoir messieurs. Et dans la foulée, Paul Le Guen qui a fait parler son cœur et ses tripes sur le coup, qui lui aussi prend un carton rouge.
Est-ce qu'on prend la mauvaise habitude de prendre des cartons rouges à la con, on peut le dire, tandis que dans un club pas très loin, on accorde des pénaltys pour rien du tout. Il y a comme quoi on dit il y a un équilibre sur la balance. Oui, c'est sûr, il y en a un qui se fait enfler et l'autre qui récupère. Romain, toi pour toi, c'est quand on tape du poing sur la table, on fait une descente au syndicat des arbitres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour arrêter ces bêtises à ce sujet-là? Bah, à plus grande échelle, on connaît un club français qui s'appelle l'Olympique Lyonnais où ça fonctionne. Hein. Faut pas se cacher quand même. On a le président qui fait des sorties médiatiques quasiment toutes les saisons en critiquant l'arbitrage. Et au final, le penalty pour Lyon, hein, qui est maintenant très connu, enfin je veux dire sur ces dernières saisons, on sait très bien que ça fonctionne. Donc oui, c'est comme en interne au club. On dit le HAC c'est un club trop gentil, il se passe rien, c'est plat, etc. Bah oui, pour une fois, gueulons un peu, voilà, protestons contre cet arbitrage qui depuis le début de la saison est contre nous, et espérons que ça va changer, ça va inverser la tendance pour la deuxième partie de saison. Mais oui, je pense qu'il faut faire quelques sorties médiatiques et utiliser les médias à bon escient pour râler contre cet arbitrage, surtout quand c'est justifié, comme c'est justifié après Stéphanie Frappard et Varela cette semaine. Je veux dire, on revoit tous les images, tout le monde voit bien qu'il y a même une faute sur Imad Abdelli, simulation. Donc à un moment donné, faut vraiment utiliser ce qu'on peut. Et Paul Le Guen, je pense que il a raison et dans sa déclaration qu'il a eu en après-match sur Bein, je le soutiens totalement où il dit qu'il regrette pas du tout de son expulsion et ce qu'il a dit. Surtout qu'il n'a pas attaqué personnellement l'arbitre, il a plus fait une réflexion sur le niveau de l'arbitrage général en France et en Ligue 2 plus particulièrement. Florian, toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose quand tu parlais de fait de jeu pendant la deuxième mi-temps? On se doute bien que c'était le carton rouge de Imad. Est-ce que tu souhaites compléter ce que Romain vient de nous dire? Pour revenir sur le niveau de l'arbitrage français, on sait depuis des années que c'est pas terrible, que le seul arbitre qui va dans les compétitions internationales pour l'instant, c'est Turpin, qui n'a pas non plus une très très grande réputation, même si c'est un peu mieux. Sinon, pour revenir sur le fait de jeu, bah oui, quand même, le but du hack, parce que c'est pas un vrai qui marque, quoi. C'est, enfin, Thierry qui tire sur le gardien, qui revient sur le défenseur, qui le met. Alors certes, niveau stats, quand on regarde la fin du match, on est à l'équilibre avec Auxerre, le même nombre de tirs, le même nombre de tirs cadrés, tout ça. Enfin, le but, quand on compare le but de Auxerre et le but du Hague, bon, bah, c'est le jour et la nuit. Et on voit bien pourquoi Auxerre est une des meilleures attaques et le Havre peine à créer du jeu et à créer des occasions et des buts cette saison. D'ailleurs, tu parlais du but d'Auxerre. Chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille, on va se faire un peu d'autopromotion, d'aller sur le compte Twitter de Romain, donc Team LH76, qui vous a fait une petite palette d'analyse du but, qui a d'ailleurs été plutôt pas mal, vu que Michael Le Bihan lui-même l'a retweeté en disant que c'était bien fait. Je crois que Ersoy, il cherche encore où est Mickaël Le Bihan, je crois. Oui. Je crois ouais, il est encore sur le terrain au stade Océane à chercher où est passé Mickaël Le Bihan sur son appel. Bah, Michael Le Bihan, je crois qu'il l'a trouvé. Par contre, c'est plutôt Nolan Mbemba et Oumout Meras. On se demande par contre ce que eux ils cherchaient, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont cherché. Ils n'ont rien trouvé. Hein. Mais le filet de gorge, il a bien trouvé le filet de Je peux comprendre parce que le ballon était au Havre, donc il voulait partir en contre-attaque, sachant qu'on n'est pas beaucoup devant, il s'est dit faut que je déborde. Mais vu qu'on perd le ballon super haut à cause du fameux joueur dont on ne doit pas prononcer le nom, bah pour revenir derrière, bah c'est un peu tard quoi. Et Mbemba suit pas, et Arsenal suit le ballon. Nolan Mbemba, par contre, peut-être quand même un petit peu plus dans la manière dont il revient. Mais bon, se prendre un contre par Auxerre, c'est une classique de Giroud. Bah voilà, ça a été le cas aussi mardi. Beau but, hein, d'ailleurs. Alors, je vais noter une croix sur le calendrier, les gars, parce que je vais défendre Jean-Pascal Fontaine. Et sur la perte de balle à sa décharge, j'ai regardé les images plusieurs fois. Franchement, la passe de son coéquipier, il me semble que c'est Thierry. J'ai du mal à voir, mais il me semble que c'est Thierry. Mais la passe que lui fait son coéquipier, elle est quand même vraiment pourrie. Elle n'est pas appuyée, elle n'est pas dans les pieds. Et du coup, effectivement, c'est Jean-Pascal Fontaine qui perd le ballon. Mais à sa décharge, sincèrement, la passe que lui fait son coéquipier, c'est pas un cadeau. On l'accorde. On va finir le match, messieurs, parce que suite à cette expulsion justement de Imad Abdelli, Jamal Thierry, quelques minutes après, nous met une frappe, mais splendide. Si elle va au fond, si elle va au fond et pas sur le poteau, ça fait le tour des réseaux.
Et cette expulsion, au final, redonne un peu de peps à l'équipe. On a été plutôt très agréablement surpris de cette fin de match et on espère sincèrement qu'on va capitaliser sur cette dernière demi-heure du match face à Auxerre plutôt que sur les 3 matchs et demi précédents qu'on avait vus précédemment. Florian, toi, t'as apprécié le sursaut des Havrais? Bah, je crois que c'est Gibaud en fin de match qui avait accordé une petite interview aux journalistes présents sur place qui avait dit que après l'exclusion, ça montrait du caractère et qu'il était très content. Alors oui, c'est bien, mais comme je l'ai dit précédemment, se contenter d'un nul à la maison quand on est le HAC, enfin, c'est pas faire injure, c'est le mot est fort, mais c'est un peu renier ce qu'est le HAC et nos ambitions, même si cette saison on n'y croit plus trop. C'est triste de se contenter maintenant on commence un match, on dit bah, j'espère qu'on va avoir le nul quoi. Donc c'est un peu triste, c'est mieux dans le jeu, on attend le prochain match qui pour certains limite est le match de la saison. On en parlera tout à l'heure, mais c'est mitigé. Si je devais mettre une note de satisfaction, ça serait la moyenne et pas plus quoi. C'est pas de quoi en être content, mais pas de quoi en être triste. Ok. Romain, pour toi, et toi, Romain, on va conclure avec toi sur Acosser. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin de match plutôt rassurante, plutôt encourageante ou plutôt en trompe-l'œil par rapport au... Ouais, j'ai un doute, hein. Alors, si on veut prendre le côté positif des choses, c'est plutôt encourageant et on espère les revoir comme ça dès le prochain match, mais directement comme ça, dès l'entame du match. Maintenant, comme tu viens bien de le dire, on trompe l'œil. Et si c'était possible, parce que franchement, je sais pas quoi conclure de ce match contre Auxerre. Déjà, il y a des faits de jeu, c'est très très bizarre. On joue la première mi-temps encore avec le frein à main. Non, j'attends le prochain match et encore dans les conditions qu'il va jouer. Enfin, on va en parler après, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à me satisfaire déjà de ce qui a été proposé à Océane mardi dernier. Voilà, j'ai aussi écouté Mayembo en fin de rencontre qui était satisfait du match nul. Je le comprends, parce que moi aussi j'aurais signé pour un nul contre Auxerre en début de partie, mais ce match-là ne me suffit pas à me rassurer de quoi que ce soit. Eh ben, en tout cas, maintenant, la parole va être à vous, chers auditeurs. Activez-vous, c'est maintenant. Petite tournée des popotes sur Internet en suite d'après-match. Qu'est-ce que tu as glané dans ton petit panier, Romain? Alors j'ai quelques réactions d'après-match et puis je voulais partager avec vous aussi une petite réaction de Joe Lastico. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, hier c'était le jour où Mediapro devait verser 162 millions d'euros à la LFP et ça ne se fera pas encore une fois. Et il y a Joe Lastico qui réagit par rapport à ça et en rapport avec le hack, qui nous dit que si ça se trouve, Volpe a tout anticipé en ne déboursant pas un centime dans les transferts et attend juste que tous les autres clubs ferment boutique. Dans 2 ans, c'est la Ligue des Champions. Oui, mais c'est une stratégie aussi. Blague à part, effectivement, sur tout ce qu'on peut entendre, beaucoup de clubs, effectivement, on avait dit qu'il y aurait des sueurs froides. Là, il commence peut-être à y avoir quelques torrents là qui commencent à se déverser dans la colonne vertébrale de certains présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Prochain follower, moi je suis déjà fan du nom de son compte puisqu'il s'appelle Hack Usé. Donc on peut le prendre sous différentes formes, hein. C'est vrai qu'on est usé après tant d'années de Ligue 2. Et donc qui revient sur notre cher arbitre de mardi dernier, où il fait un petit jeu de mots, donc il dit on préfère nettement quand VAR est pas là que lorsque VAR est là. Oui, oui. Il est bon, c'est validé 100 fois, bien évidemment. Ensuite, on a Ciel et Marine Ackman qui demande à Monsieur Volpe de recruter le joueur qui se nomme donc CSC au hack foot et en attaque parce qu'il marque plus que nos attaquants. Un meilleur buteur du hack cette année, hein, c'est intéressant. Et plus sérieusement, qui trouve qu'il y a du mieux dans le comportement, que le match a été faussé par le rouge d'Abdelli et que c'est dommage parce qu'il n'y a pas faute et qu'il faut continuer dans cet état d'esprit. Florian, toi, qu'est-ce que tu penses de ces premiers commentaires? Bah moi j'ai beaucoup aimé la vanne sur les arbitres, elle est simple, efficace, mais ça montre bien le problème qu'on a avec les arbitres en ce moment. Donc nos suiveurs ont du talent, on va dire. Clément du Havre qui nous dit que la deuxième mi-temps nous rassure dans l'état d'esprit, mais qu'on reste trop juste pour espérer mieux. Devant un groupe se forme pour la Ligue 1 au classement, et nous on est tranquillement installé à notre 12e place. La fin de saison va être longue, mais pas de relâchement parce qu'on n'est pas à l'abri. Donc lui il pense plus justement à la descente, j'ai l'impression. Bref, il veut qu'on regarde dans le rétro plutôt qu'on regarde devant. Bon.
Je sais pas encore où est-ce qu'on va se positionner, mais ce qui est certain, c'est que quand il dit que la saison va être longue, c'est pas impossible si effectivement on est rapidement définitivement décroché de la course à la montée, que ça soit très long, car on a appris donc en début de semaine dernière que normalement, comme on l'avait pressenti, voire même parié ici même, n'aura probablement pas lieu à 99%. Et ça a été annoncé par le Premier ministre, donc il y a de fortes chances qu'effectivement ça se termine comme ça et que ça pourrait effectivement rallonger la saison pour ceux qui n'ont rien d'autre à jouer qu'un ventre nous. Et puis je terminerai par Victor 23 qui revient aussi lui sur l'arbitrage. Avec n'importe quel arbitre, on se fait avoir. J'ai l'impression que quand le Havre fait une faute, c'est obligatoirement carton jaune. Varela a fait énormément de cadeaux à Auxerre aujourd'hui, mais on a l'habitude. Et enfin, il espère que Paul Le Guen va se plaindre de l'arbitrage car c'est plus possible. Bah, il s'en est déjà plein. Il a pris 2 matchs de suspension en commission de discipline, donc c'est déjà pas mal pour avoir juste dit. Donc si ensuite il veut continuer, pourquoi pas? Non, mais on en reviendra toujours à la différence où effectivement le Havre a pris des cartons rapidement, tandis que, par exemple, Ali Ndom a été rappelé 2 fois à l'ordre sans prendre de carton jaune. On parlera pas de la différence de traitement qui se fait vis-à-vis de nos chers amis malherbistes, quoi, qui trouvent encore le moyen de se plaindre de l'arbitrage en récupérant 3 points en 3 matchs sur 2 pénaltys bidons. Bon, bah nous, on devrait peut-être gueuler un peu plus pour au moins à notre niveau qu'on arrête de se faire enfler à ce niveau-là. Ce serait déjà une bonne chose. Je voulais revenir sur un dernier qui concerne le bilan, qui est de Ronan Corr, qui réagit en fait sur le fait qu'il aurait tous voulu voir un digne remplaçant à Tino, bien évidemment. Et puis après, donc il met une petite phrase qui est pas sans écho. Mon seul regret perso, c'est le bilan. Et puis suite à ce tweet, affirmé que le bilan est un gros regret pour lui, parce que visiblement, Michael Le Bihan est toujours peut-être attaché un peu aussi au HAC, qui a passé des bonnes saisons, et on le voit sur les réseaux sociaux dans ses réactions, et puis il réagit toujours un peu avec nous, etc. Et puis, oui, effectivement, Michael Le Bihan, pourquoi ne pas l'avoir tenté de le faire revenir l'été dernier, finalement? On peut se poser la question. Ça, c'est peut-être aussi un peu à pondérer, parce que certes, le bilan marque beaucoup. Il faut dire aussi qu'il est absolument bien servi par le système auxerrois et les joueurs qu'il y a derrière. Niveau passe, on pense à Autrey, mais à d'autres joueurs. Et du coup, est-ce qu'au HAC, ça aurait été les mêmes caviars, tout ça, vu les ballons que touche Thierry, on peut se poser la question. Ouais, tout à fait. Et puis on est dans une situation inhabituelle. D'habitude, notre meilleur buteur, il part en Ligue 1 ou dans un championnat étranger, on le revoit jamais dans notre championnat. Jamais, jamais. Ou alors en fin de carrière, et on recroise ce qui a été notre meilleur buteur au HAC. Là, on le recroise quelques saisons après dans une forme exceptionnelle, et même encore plus en forme que ce qu'il était au HAC, et dans le même championnat. Donc c'est vrai que ça nourrit des regrets, c'est normal. Ensuite, c'est peut-être est-ce que quelqu'un y a juste pas pensé au HAC? Est-ce qu'il touche beaucoup plus à Auxerre que ce qu'on était capable de mettre? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un joueur de très grande qualité pour le championnat et que Auxerre peut être content d'avoir un joueur comme ça pour finir ses actions. Et il l'a encore montré samedi dernier. Il en a mis 3 face à Niort. Hein. C'est la grande équipe de Niort qui nous avait écrasé 1-0 et qui a pris jeu 7 et match à la Baie des Champs. Donc voilà. Ce sera juste comme ça. En tout cas, merci chers auditeurs et chers internautes pour toutes ces réactions. Nous allons maintenant attaquer le deuxième sujet, présentation du match que vous attendez tous. Dans quelques heures, c'est parti. Une petite cerise en décembre. Petit clin d'œil à la phrase d'Olivier Pantaloni qui n'est pas dans l'apaisement généralisé entre nos deux clubs. Il a clairement indiqué que se remettre en forme face au HAC, ce serait très bien, mais vu que c'est face au HAC, ça sera même une petite cerise sur le gâteau. Hein. On parlera toujours apaisement, calme, tout ça. Ce n'est pas grand-chose. Mis à part cette petite incartade, j'aimerais qu'on parle, messieurs, de l'interview que Romain Basque a accordée à Paris-Normandie. Elle est beaucoup plus intéressante et j'aimerais qu'on la descende tranquillement avec vous parce qu'elle peut peut-être en dire beaucoup plus sur ce qu'on laisse entrevoir depuis le début de la saison. Je cite Romain Basque. Elle prouve surtout, il parle de la deuxième mi-temps, qu'il faut enfin jouer libéré. Arrêtez avec cette crainte de prendre un but.
car bien défendre, c'est une chose, mais très sincèrement, ça fait pas de mal à nos adversaires. À un moment donné, il faut montrer qu'on est là pour se faire respecter, pour aller de l'avant. Plus que les paroles, cette deuxième mi-temps doit absolument nous servir d'électrochoc. C'est en jouant comme ça qu'on se relèvera vraiment. Encore une fois, arrêtons de ne penser qu'à défendre et allons vite chercher ce match plein sur 90 minutes après lequel on court toujours. Ça a plusieurs remarques. Il dit clairement, ils n'ont pas encore leur match référence. C'est vrai, on n'a pas encore notre match référence. Et c'est surtout, il veut un changement d'état d'esprit, mentalité, même aussi dans la manière de jouer. Florian, toi, à la lecture des propos de Romain Basque, qu'est-ce que tu penses? Tu dis, peut-être que le match de Sochaux a peut-être été la baffe ultime qui fait qu'il va pouvoir faire, ou est-ce qu'on va encore une fois se retrouver face au mur Havre qui fait que toutes les bonnes initiatives finissent au final dans la mélasse? Faut se souvenir aussi qu'on s'était pris une baffe contre le Paris FC, qu'on s'est dit que derrière ça allait se relever, et au final, non. Donc, il faudra regarder les prochains matchs. Après, moi, ce que je retiens, c'est une phrase qui est totalement vraie, c'est que défendre, ça fait pas mal à l'adversaire. Et le peu de fois qu'on a attaqué, ça leur a pas fait trop mal non plus dans tous les matchs, à part peut-être Guingamp, et encore, on a eu pas mal de chance sur les buts, j'aime à le rappeler. Donc oui, peut-être être un peu plus offensif, mais si le coach, est-ce qu'on a les moyens déjà? Alors, on parlera toujours des absents, dont notre fameuse recrue, mais oui, on aimerait les voir un peu plus offensifs, mais bon, est-ce que PSG serait content si on gagne un match 5-4? Je sais pas, c'est ça le problème. On préfère peut-être gagner 1-0, mais c'est les paroles, oui, c'est ce qu'on attend. Après, il faut mettre les actes derrière. On attend de voir justement contre Ajaccio, voir si ces paroles seront mises. En plus, le contexte, il va être parfait. Enfin, le contexte, il est parfait. L'adversaire est parfait. C'est un adversaire que, si la plupart des joueurs ont connu, du moins, le fameux épisode, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de niaque, de cette envie qu'ils avaient en deuxième mi-temps qui sera un peu plus décuplée. Romain, toi, après ce que vient de nous dire Florian, qu'est-ce que tu retiens? On décide enfin à changer de mentalité, on va enfin assumer peut-être un déséquilibre un peu plus prononcé pour essayer d'envoyer du jeu, ou est-ce qu'on va au final revenir sur les fondamentaux, comme on dit, c'est-à-dire bien défendre tout le temps et puis espérer marquer sur une attaque de génie? Elle a plein de sens cette interview de Romain Basque et je ne sais pas si c'est la vision de Romain Basque ou si il prêche la bonne parole de ce qui se dit en interne de l'équipe. Parce que on a quand même un Paul Le Guen qui nous dit en conférence de presse tout le temps qu'il faut revenir aux bases, et la base c'est de bien défendre, d'avoir un bon bloc défensif, qu'il faut retrouver ses sensations, de pas, etc. Et là, on a un joueur qui dit dans la presse tout le contraire, qu'il faut enfin jouer libéré, arrêter de craindre de prendre un but, voilà, d'arrêter de défendre, d'aller de l'avant, etc. Franchement, je sais plus sur quel pied danser. Alors moi, ok, je pense qu'on serait à peu près tous d'accord avec Romain Basque, je pense, en tant que supporter, on va dire, en tant que téléspectateur, mais c'est quand même très décalé par rapport à ce que peut nous dire Paul Le Guen lui-même dans ses interviews depuis maintenant peut-être un mois et demi. Donc je sais pas d'où ça vient. On verra réponse ce soir sur le terrain. On verra comment ils vont aborder ce match-là. Maintenant, est-ce que c'est contre Ajaccio qu'il faut aller chercher comment le match référence? Je sais pas. À Ajaccio en plus, pas persuadé. Je pense qu'un match référence, faudrait déjà le faire à Océane. Mais ça a beaucoup de sens cette interview, cette sortie médiatique de Romain Basque. Le match en référence, de toute façon, qu'il soit à Océane ou qu'il soit à l'extérieur, moi je suis preneur. Hein. On dit toujours, des fois c'est dans l'adversité que tu réussis à te soutenir. Mais si, à supposer que d'ici quelques heures, on soit tous en train de fêter une victoire du HAC face à Ajaccio, est-ce qu'il y aura eu des ingrédients supplémentaires qui ont été mis dans la mixture pour faire que ça devienne un match de référence, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu ces petits éléments supplémentaires qui sentent un petit peu le soufre qui ont fait que tu as été capable de te surpasser pour changer et qu'au final ça retombe? On n'en sait rien encore. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il va bien falloir à un moment
que les joueurs aussi prennent du plaisir et s'assument dans le projet collectif qu'on leur propose. Ouais, mais justement, on peut se demander pourquoi Romain Basque ne joue plus. Est-ce que c'est parce que, quand je lis cette phrase, c'est un peu ce qui me revient. Est-ce que c'est parce que pour l'instant, à l'instant T de la saison, il accroche pas au discours de dire faut retrouver une base défensive, bien défendre, pas encaisser de but. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il joue plus? Peut-être parce qu'il ouvre sa gueule dans le vestiaire. Peut-être, je sais pas, On peut-être. n'en sait rien du tout. Le football, c'est un jeu. Le jeu implique quand même à un moment un minimum quand même de plaisir pour celui qui le pratique. C'est pas uniquement un métier. Et passer son temps à défendre, ça va bien, mais au final, il y aura toujours quand même un premier et un dernier. Donc, si tu peux pas être premier et si t'as pas les moyens, faut un minimum de plaisir dans ce que tu fais, parce que sinon tu vas vite décrocher du projet collectif. Donc, est-ce que dans le fait justement que nous soyons en difficulté au niveau du classement, il n'y aura pas un moment où on va faire sauter le verrou et on va dire, ok, bah écoutez, maintenant c'est bon, on a joué en essayant défensif, on s'emmerde et on gagne pas. Bah écoute, quitte à peut-être pas gagner, peut-être qu'on va envoyer un peu plus de jeu et puis on verra ce que ça donne. Hein. Faut se rappeler aussi des paroles de Paul Le Guen après Sochaux où il était très en colère et où si dans l'attitude des joueurs ça ne changeait pas, il a laissé sous-entendre qu'il était prêt à sacrifier la saison en cours pour mettre en place un autre projet avec d'autres joueurs. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire. On verra. Là, de toute façon, on apporte toujours notre mois de dingo avec donc Ajaccio dans quelques heures, Clermont et Toulouse qui sont à venir ensuite. Donc on verra, on va voir s'il y a une évolution, on va voir s'il y a une évolution dans le jeu. Ça se trouve dans 3 matchs, on n'a plus rien à jouer parce qu'on sera définitivement largué d'un groupe se serait mis en route et le retard sera trop important pour espérer quelque chose. On verra ce que ça donnera. Florian, on va aborder avec toi aussi quelques stats qui ont été faites pour le match. J'ai rapidement noté la forme actuelle des deux équipes. Pour le HAC, on sait c'est 4 matchs sans victoire actuellement, donc le nul obtenu par Auxerre qui succédait à 3 défaites. Pour l'ACA, c'est un peu mieux, c'est 1 victoire et 3 nuls en ce moment, même si la victoire date il y a 3-4 matchs également. Est-ce que tu as, toi, quelque chose d'intéressant en plus à ajouter à cette mini-présentation? D'abord dire que le HAC est 13e et qu'Ajaccio 16e avec 4 points d'écart. Donc quand la personne disait tout à l'heure, faut regarder derrière, bah là on peut regarder derrière, parce qu'ils sont tout près de nous. Ensuite, stat très importante, Ajaccio est la pire équipe de Ligue 1, le lapsus, de Ligue 2 à la maison, avec une seule victoire cette saison, 2 nuls et 3 défaites. Le Havre, quant à lui, est 7e à l'extérieur avec 3 victoires et 4 défaites. À savoir que la dernière victoire du HAC à Ajaccio, c'est en 2014 avec un certain Le Bihan qui marque sur penalty. À savoir aussi que sur ce même match, Joseph Mendes a été expulsé à la 36e, donc déjà à l'époque, les cartons rouges et le HAC, c'était une histoire d'amour. Les deux équipes ont besoin de résultats. J'ai noté un point commun. Et oui, messieurs, il existe un point commun entre Le Havre et Ajaccio. J'aimerais vous le faire deviner, mais malheureusement, je pense que c'est très compliqué. Les deux équipes prennent énormément de buts dans le dernier quart d'heure. Donc, ceux qui ne savaient pas s'ils allaient regarder le match ne sauront pas, regardez juste les 15 dernières minutes. Parce que sur les 17 buts encaissés par le Havre cette saison, 7 ont été dans le dernier quart d'heure. Et pour Ajaccio, sur les 18 buts encaissés, il y en a 6 dans le dernier quart d'heure. Donc si vous ne savez pas quoi faire, si vous hésitez à regarder un autre programme télé ce lundi soir, venez pour les 15 dernières minutes. Normalement, il devrait y avoir des buts. Enfin, Ou alors ayez beaucoup de courage et tenez jusqu'au bout. c'est ça. Et sinon, faut faire très attention parce que sur les 9 buts marqués cette saison par Ajaccio, 3 sont sur penalty. Donc il faudra faire très attention, sachant qu'en ce moment, nous et la défense, c'est pas ça. Vous nous rajoutez en plus les fameuses décisions arbitrales qui ne sont pas trop en notre faveur. Il faudra faire très attention dans la surface contre Ajaccio. Ok, ben c'est intéressant. On va donner nos pronostics, mais j'aimerais juste en vous dire, Ajaccio, Le Havre, forcément, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, et pas que pour nous. Même si nous étions les premiers concernés. Le huis clos, ça change quelque chose, messieurs?
ou est-ce que ça va quand même sentir la poudre très fort sur le terrain de François Coty? Parce que même si c'est pas un public avec un stade plein quand ils ouvrent, c'est un public assez hostile et qui, même si on les aime pas forcément dans notre cœur, nos amis ajacciens, c'est vrai que quand ils sont derrière leur équipe, ils font tout pour qu'elle gagne, même à être en dehors du cadre du fair play. Et sur ça, on peut pas leur reprocher d'être vraiment à fond derrière leur équipe. Donc le fait que ça soit à huis clos, ça sera sûrement un peu plus serein. Et vu le passif entre les deux équipes, surtout qu'il y a certains joueurs qui ont connu, alors de moins en moins maintenant, des deux côtés, mais il y en a certains qui ont connu ce fameux match et du coup, ouais, ça sentira la poudre, mais moins, je pense. Bah, côté Ajaxien, ça a été dit, au Havre, ça a beaucoup changé, mais par contre, le staff technique d'Ajaccio est pratiquement toujours en place. Hein. Tu as toujours Olivier Pantaloni et Alex Dujeu qui sont toujours aux manettes là-bas. Donc, il y a peut-être des réminiscences qui vont rester. Pour toi, Romain, le huis clos, est-ce que ça va au moins niveler un peu les possibilités des deux équipes? Ouais, le huis clos à l'extérieur est à l'avantage de celui qui vient jouer, là, entre autres à Ajaccio, mais est à l'avantage de l'équipe visiteur à chaque fois, pour chaque huis clos, et encore plus quand c'est Ajaccio, je pense. Maintenant, je trouve que la sortie de Pantaloni dans la presse, elle est pas à faire. C'est pas son rôle d'allumer la mèche comme ça. C'est pas son rôle. Il y a déjà assez de tension autour de ces rencontres maintenant. Voilà. Après, bon, j'espère que l'arbitrage sera à la hauteur et sera au niveau, parce que comme on n'a pas de chance depuis le début de saison, là c'est Ajaccio, on connaît l'ambiance autour de ce match. J'espère que ce soir ce sera à la hauteur, parce que ça peut faire un cocktail explosif qui est pas bon pour nous. C'est pas facile hein, de se remettre dans le droit chemin en allant jouer à Ajaccio. Franchement, c'est une tâche assez difficile quand même pour moi, je trouve, qui se profile pour nos Hackmen. Eh ben, ils auront d'autant plus de mérite s'ils y parviennent. Florian, notre monsieur pronostic et monsieur Cotte, qu'est-ce que tu nous conseilles pour ce soir? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la cote d'Ajaccio est à 2,25, le match nul est à 3 et le Havre à 3,3. Après, si vous croyez vraiment le hack, mais vous avez un petit doute quand même parce qu'on a du mal à marquer, le hack ou nul est à 1,53, ce qui en soi est une cote assez bonne pour 2 chances sur 3. Et la petite cote que je sens bien, le but pour les deux équipes à 1,96 parce que sur les 4 derniers affrontements, il y a eu des buts de chaque côté. Bon, par contre, à noter que ce n'est plus les mêmes attaquants, surtout au Havre. Donc, il faudra faire attention. Il n'y a pas encore la cote des buteurs. Ça tombera sans doute un peu plus tard, mais je sens bien en score là, comme ça, ça sera un match, j'espère, assez serré. Mais allez, si on va être un peu chauvin, d'habitude je le suis pas, mais je dis une victoire du Havre et un score de allez 2-1, on va dire. D'accord. Romain, pour toi, qu'est-ce que tu as? Allez, pour moi les deux équipes marquent parce que la cote est intéressante, et je vais jouer un match nul, un partout. Moi, j'ai très peur d'un 0-0. J'ai très peur d'un 0-0, d'un match bien fermé comme il faut. Donc, moi, je vais rester sur ma première impression et tenter le 0-0, messieurs. En tout cas, nous avons fini avec l'équipe première masculine. Il est temps maintenant de parler des féminines. Les Brèves du Hack, c'est maintenant. Samedi après-midi, le Hack affrontait l'Ogre de l'Olympique Lyonnais. C'est la meilleure équipe européenne de ces dernières années. Et on peut dire que il n'a pas manqué de courage, mais il y avait peut-être un peu trop de respect sur le terrain au début. Une triplette de baffes pour entamer et une défaite au final pour nos Havraises, 3-1. Du courage, bien évidemment, un sursaut, il y en a eu aussi. On a par contre une grosse pensée pour Lina Boussa qui a malheureusement fait une rechute de sa blessure sérieuse. On lui souhaite un prompt rétablissement en espérant qu'il n'y ait pas de conséquences plus dramatiques que ça sur son état de santé. Bon courage les filles, accrochez-vous bien. On a besoin de vous en forme pour les matchs à venir à la sortie de l'hiver, au début du printemps. Romain, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce résultat des filles face à Lyon? Pas de surprise, mais encore une fois, des bons ingrédients, mais qui ne se convertissent pas en points, ne serait-ce qu'un seul. Déjà, ouais, je voulais
peut revenir sur Lina Boussa. Donc j'ai eu l'occasion de m'entretenir très rapidement avec la joueuse et donc je confirme que c'est sûrement la même blessure avec une rechute. Donc la dernière fois elle était absente pour 3 mois et là ça risque de durer aussi. Donc comme tu l'as dit, on lui souhaite vraiment bon courage et de revenir en forme sur les terrains. Ensuite par rapport au match, déjà moi je retiens que ça n'a pas été une claque, on a pris 3 buts et en plus c'était sur des coups de pied arrêtés. Donc ça veut dire que ça peut se travailler à l'entraînement, c'est très encourageant, pardon. Et donc c'est très encourageant pour la suite de la saison parce que ça prouve qu'on a un certain niveau. On a même réussi à marquer contre Lyon et c'est très rare. Ça prouve qu'on a un certain niveau. On n'a pas eu de chance, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup d'absents de Covid aussi. J'espère franchement que cette équipe va nous montrer un tout autre visage à partir du mois de janvier. On l'a déjà dit, le championnat va se jouer vraisemblablement sur janvier-février l'année prochaine. Franchement, j'ai espoir. J'ai espoir parce que du fait qu'on se soit pas pris de raclée contre Lyon, il peut y avoir vraiment un peu plus qu'une lueur d'espoir. Et les filles vont certainement se remettre à l'endroit. J'espère. Il y a du. C'est pas très loin. C'est pas très loin pour se maintenir dans cette D1. Faut y croire. Et j'ai noté aussi que comment le coach Huvenard demandait plus d'agressivité sur le terrain, et ça rejoint un peu le discours qu'avait Florian depuis le début de saison, où ça manque un peu de vice et ça manque justement un peu d'agressivité tout en restant dans le cadre légal du jeu, bien évidemment. Mais du coup, j'espère qu'elles ont bien retenu cette leçon-là sur le match de Lyon, parce que encore une fois, 3-1, c'est un score plus qu'honorable contre cet ogre lyonnais qui est sur le toit de l'Europe depuis plusieurs saisons. Florian, à toi le mot de la fin pour cette émission. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la prestation de nos filles face à l'OL? Quand on regarde les 20 premières minutes, on se dit oh là là, ça va être une catastrophe, ça va être long. Elles ont bien tenu la barre. J'aime pas l'expression de dire qu'il y a des défaites encourageantes ou des bonnes défaites, mais contre Lyon, on peut pas espérer, sauf si vous appelez le PSG, vous pouvez pas espérer 3-1 contre Lyon qui, même en Europe, met des 6 ou 7-0. C'est une très très bonne perf. C'est peut-être pas le match référence qu'elle souhaitait, mais il faut prendre comme modèle, surtout défensivement. Alors certes, on se prend 3 buts, et dire modèle défensivement, c'est un peu incohérent, mais c'est Lyon en face. Donc c'est un match à prendre en tant que modèle, mettre un peu plus d'envie, essayer de protéger au maximum les meilleures joueuses, parce que là, évidemment, rechute pour Lina, ça va être un peu plus long, et ça risquerait d'être compliqué, mais il faut pas désespérer. Comme on l'a dit, le prochain match, c'est le PSG. Ensuite, c'est avoir la petite trêve. Il faudra revenir en forme pour janvier. Est-ce que c'est en janvier-février que ça va jouer? En tout cas, on le redit encore une fois, bonne chance les filles et bon courage. On sait que vous pouvez le faire. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Célé Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy et Théophile Pedrola. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.